Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui décortique les enjeux de transition écologique, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On est toujours deux pour la présenter avec Émilie. Salut. Salut Thomas. Tout va bien? Très bien. Et alors on peut attaquer le sommaire de ce lundi 21 septembre. J'ai pas répondu mais ça va bien aussi. Un bateau et un engagement, celui des marins et des scientifiques de l'Energy Observer. Sur ce bateau, ils testent des technologies zéro émission avec un objectif, les développer à l'échelle industrielle et les rendre accessibles à tous. Notre débat RSE du jour portera sur la rénovation énergétique, une priorité des pouvoirs publics et du secteur du bâtiment. Et puis Smart Ideas, une start-up mise en pleine lumière. Aujourd'hui, on découvre le reconditionnement des smartphones avec Yes. Voilà, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Jérôme Delafosse. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes chef d'expédition sur ce navire, Energy Observer, et réalisateur de documentaires. D'ailleurs, la saison 2 de votre série Energy Observer, l'Odyssée pour le futur, sera diffusée ce mercredi, le 23, et le 30 septembre prochain sur Planète Plus, et c'est aussi visible sur MyCanal. Bon, on va détailler ce doc, c'est la mission qui va avec, mais d'abord, il faut décrire ce bateau. Il ressemble à quoi, l'Energy Observer? Oh là là, Energy Observer, c'est vraiment un bateau très atypique, hein. C'est un grand catamaran qui a été entièrement reconditionné, hein, qui est un catamaran de légende qui appartenait à Sir Peter Blake, donc vraiment la légende de la voile des années 90. Et nous, on a récupéré ce bateau et on en a fait un vrai navire du futur, donc qui fonctionne en autonomie complète grâce aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Donc c'est un navire qui fonctionne avec des panneaux solaires, qui utilise le vent aussi. Et puis la grande particularité, c'est qu'on produit de l'hydrogène à partir de l'eau de mer, donc vraiment en cassant les molécules d'eau. Et c'est un peu notre stock énergétique qui va nous permettre de réaliser donc des grandes traversées et de rester vraiment surtout autonome sur de grandes durées de temps. On peut dire que c'est aussi un ambassadeur de la révolution hydrogène, ce bateau. C'est votre ambition en tout cas? Complètement. On était vraiment, là aujourd'hui on parle beaucoup d'hydrogène dans les médias. Nous on était vraiment au tout départ de cette révolution hydrogène qui est en marche. C'était quand ça le lancement? Alors nous on a commencé vraiment à travailler sur toute l'architecture énergétique dès 2014-2015. Avec quel partenaire du coup? Alors on a plein de partenaires différents, on a des énergéticiens, on a Engie, on a Accor, on a Toyota, on a Telem, un assureur, on a Delanchi, un transporteur. Et c'est aussi toute la beauté de ce projet, c'est qu'on arrive à réunir autour d'une telle aventure des acteurs très différents de la transition énergétique, puisqu'elle se situe vraiment dans tous les domaines. Et on a aussi un grand, c'est difficile de tous les citer, mais un des plus grands armateurs qui est CMA-CGM, qui nous a rejoint, et je trouve que c'est très porteur d'espoir pour l'avenir. Donc c'est un projet écologique, on l'a compris, scientifique et industriel. Déjà, sur le bateau, il n'y a pas que des marins, il y a aussi des ingénieurs, c'est une drôle de bande, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. On est composé, on va dire, de marins au long cours. Donc Victorien, le capitaine et fondateur du projet d'ailleurs, est un ancien coureur au large, mais officier de marine marchande également. Après, on a des ingénieurs pour faire fonctionner cette machine, mais qui fonctionne de mieux en mieux toute seule, hein, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un navire intelligent. Et puis après, il y a la partie plus explorateur et média. Donc moi, je suis plus l'explorateur de la bande, je suis la boussole du projet, et voilà, et on travaille tous ensemble autour de cette mission, à la fois donc pour faire avancer, on va dire, la recherche scientifique, parce que le vrai projet scientifique d'Energy Observer, c'est cette transition énergétique. Oui, vous testez des technologies zéro émission, c'est ça? Complètement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être autonome, et on l'a prouvé à de nombreuses reprises à travers plusieurs gros challenges qu'on s'est fixés. Justement, on peut avoir un ou deux exemples de ces technologies qui peut-être vont arriver chez nous un jour ou l'autre, parce que c'est l'objectif. Vu vos partenaires, manifestement, il y a un objectif industriel derrière. Complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Energy Observer, donc c'est un navire vraiment qui est autonome, mais si vous prenez chaque brique technologique, finalement, elle peut être installée à terre, à l'échelle d'une maison, d'un quartier, d'une ville. Donc l'hydrogène, c'est évidemment une solution d'avenir, puisque c'est l'élément le plus abondant dans l'univers aujourd'hui. On sait que même sur les batteries, alors il y a des nouvelles technologies de batteries au sodium qui sont en développement, mais aujourd'hui on sait qu'on a un problème de finitude de la ressource, alors que l'hydrogène,
vous là, on se parle, on est fait à 80% d'eau, donc d'hydrogène, et c'est vraiment une molécule inépuisable. Et donc, essayons de comprendre la technique. On est sur le bateau, vous faites quoi? Vous puisez l'eau de mer, vous la fracturez? Comment exactement. ça marche? Donc on utilise les énergies renouvelables, parce que nous, ce qu'on produit, c'est de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, juste pour avoir une idée, 95% de l'hydrogène que vous trouvez sur le marché, c'est de l'hydrogène qui est issu des énergies fossiles. Nous, on travaille vraiment sur cette question d'hydrogène vert. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les énergies renouvelables qui sont produites à partir de nos panneaux solaires, par exemple, et on va envoyer ça dans un système de production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va pomper l'eau de mer, la désaliniser, la purifier ensuite, comme de l'eau déminéralisée d'un phare à repasser. Et ensuite, on va, grâce à un électrolyseur, casser cette molécule d'eau. On va avoir d'un côté donc l'oxygène, de l'autre côté l'hydrogène, et nous, on va pomper l'hydrogène, on va le compresser et on va le stocker à 350 bars dans des grosses bouteilles comme des bouteilles de plongée. Mais tout ça, ça tient dans un bateau? Parce que oui, mais c'est même beaucoup plus léger que des batteries. Si on avait des batteries, par exemple, on pèserait 20 tonnes de plus. Et aujourd'hui, cet hydrogène donc, qui est stocké sous forme gazeuse à haute pression dans le bateau, dès qu'on a besoin d'énergie, c'est-à-dire quand il n'y a plus de vent, plus de soleil, et qu'on est arrivé un peu au bout de notre pack batterie qui est vraiment très léger, voilà, et bien là, on utilise donc notre pile à combustible, qui est vraiment l'élément central de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on va envoyer cet hydrogène dans la pile à combustible qui va être restitué sous forme d'électricité, et ça va n'émettre que de l'eau. Il faut qu'il y ait forcément du soleil, du coup, puisque vous fonctionnez avec l'énergie solaire. Sinon, le système ne fonctionne pas. Vous n'avez pas assez d'énergie. Tout à fait. Oui, ça c'est vraiment, ça fait partie des gros challenges. C'est-à-dire que on a récemment traversé l'Atlantique et pas mal navigué dans toute la zone Caraïbe, où là, on n'a vraiment eu aucun problème. En revanche, et ça c'est l'objet de la série documentaire, on est parti en Europe du Nord et on a décidé de réaliser un grand challenge qui était de rejoindre l'Arctique grâce aux énergies renouvelables, de faire ce premier voyage. Donc on est parti de Saint-Pétersbourg jusqu'au Spitzberg, à Longyearbyen. Et donc, c'était un voyage de 6 km qu'on a fait en autonomie totale. Et c'est vrai que le défi était immense, parce que c'était un voyage contre nature. Quand on monte vers le nord comme ça, il y a du soleil, de la lumière H24, parce qu'on est vraiment sur le toit du monde. En revanche, il y a une grosse couverture nuageuse. Et nous, on a en fait louvoyé pour avoir les meilleures conditions. Et on dit souvent qu'on essaye d'ouvrir une nouvelle route maritime. On connaît celle de Christophe Colomb, le ruban bleu, la route du shipping, des gros cargos. Et nous, on ouvre un peu la route des énergies renouvelables. Justement, on va regarder un extrait, allez, Thomas. Allons-y. Oui. Mais ça se passe plutôt dans les Caraïbes. On est dans une zone beaucoup plus chaude, vous allez voir. Énergie Observer, l'Odyssée du futur, saison 2. Il y a quand même pire comme condition de confinement quand même. L'endroit est magnifique, mais pour la première fois, on ne pourra débarquer nulle part pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on va devoir trouver des solutions pour apprendre à vivre en autonomie complète, à ne pas consommer plus que ce que la nature est capable de nous offrir. L'énergie nécessaire à propulser le navire et à la vie du bord, on va la produire grâce au soleil, au vent et à l'hydrogène généré à partir de l'eau de mer. Donc pour l'eau potable, on va utiliser nos désalinisateurs. Reste la question de la nourriture. Là, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Donc on part en équipage pour une odyssée inédite au cœur de la nature qu'on va partager avec chacun d'entre vous au quotidien. Yo. Pour cette odyssée, on a décidé de partir observer la nature de la mer des Caraïbes à la forêt amazonienne jusqu'au triangle d'or de la biodiversité dans le Pacifique. On va filmer les écosystèmes marins et forestiers pour comprendre comment le vivant s'organise, coopère, communique, produit son énergie. Un équilibre parfait issu de 300 millions d'années d'évolution dont on a beaucoup à apprendre pour imaginer ce monde d'après qu'on doit absolument construire tous ensemble. Alors parler de nature, c'est pas un effet de style puisque la situation sanitaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui est une conséquence directe de notre rapport à cette nature dont on fait partie intégrante et qu'on doit absolument préserver aujourd'hui pour nous préserver nous-mêmes.
Donc ça, c'est quand même un choix de confinement assez original, bien vu. Mais c'est pas ce qu'on va voir à partir de mercredi, Non, dans la là, saison 2. Ça, c'est presque la saison suivante, c'est ça? On était vraiment en Europe du Nord et on est parti à l'encontre de tous les pionniers qui innovent pour transformer le monde en Europe du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment une zone du monde qui est aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique. Voilà. Et ce que je voulais rajouter juste, c'est quand on est parti, souvent on nous dit oui, mais il y a plein de bateaux qui sont partis avant vous vers l'Arctique, vers l'Antarctique à la voile. Mais ce qu'on oublie, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les bateaux, même à voile, depuis l'époque des Vikings ou Shackleton qui partent en Antarctique, avaient tous à leur bord des énergies fossiles. Shackleton, il avait un bateau suiveur avec les cales remplies de charbon. Donc voilà, nous, on est vraiment aux énergies renouvelables et on n'a aucune autre source d'énergie que ce qu'on peut produire nous-mêmes. Vous avez testé d'ailleurs des technologies, vos technologies de pointe en milieu extrême, c'est ça? C'est ça. Vous pouvez nous expliquer? Alors l'idée, oui, c'était en partant vers le nord, on a mis à rude épreuve en fait toutes les technologies. On les avait déjà mis à rude épreuve en Méditerranée, parce qu'on était parti jusqu'en Israël, où il faisait 42 degrés au mois de mai, où là, par exemple, les panneaux solaires réagissent plutôt mal, puisqu'on a une perte de 30% de production avec une forte chaleur. Mais au final, à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Voilà, Ouais. Exactement. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Et là, typiquement, on est arrivé sur des températures proches de zéro et on avait peur que notre électrolyseur, par exemple, nous lâche si l'eau commençait à geler. Donc voilà, on était vraiment un petit peu sans filet quand on est parti pour cette partie très au nord du monde. Et au final, ça s'est bien passé. À voir donc le Spitzberg notamment dans cette série documentaire sur l'Odyssée de l'énergie. Ça donne envie de prendre la mer. Oui, elle postule pour le prochain voyage. C'est ce mercredi 23 et le 30 septembre sur Planète Plus et MyCanal. Donc on va dire bon vent, mais aussi bon soleil et bon hydrogène. Oui, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Tout de suite, c'est le débat de Smart Impact consacré à la rénovation énergétique. Nous allons parler de rénovation énergétique tout de suite avec nos deux invités. Laure Ferrand, en charge de l'efficacité énergétique et l'optimisation du bâtiment chez Longevity Partners. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Patrick Nossan, président de Certivea, société spécialisée dans les certifications, labels, évaluation et formation. Bonjour à vous également. Bonjour. On était justement en train de se dire que c'était un sujet assez complexe, la rénovation énergétique, notamment avec le plan de relance, on va le voir. C'est du coup une priorité du plan de relance, puisque sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, 7 milliards sont mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 sont réservés aux ménages via la prime MaPrimeRénov'. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, côté particulier, peut-être après on verra côté pro, comment ça a évolué? Est-ce que c'est un signal fort déjà du plan de relance? Est-ce que ça vous satisfait? Oui, déjà, on peut commencer exactement. par là. Je pense que oui, beaucoup de points convergent maintenant pour donner de l'importance à l'efficacité énergétique. Il y a le plan de relance, il y a du côté pro le décret tertiaire et les offres C2E. Tout converge pour donner vraiment la capacité tant aux ménages qu'au domaine tertiaire pour implémenter l'efficacité énergétique, faire des économies, réduire notre empreinte carbone et tous ensemble aller vers l'objectif de la France qui est la neutralité carbone à 2050. Alors, il y a des mots que vous avez employés on va prendre le temps de les expliquer après. Critères CER et CE pour certificat d'économie d'énergie. C'est ça, vous nous direz pourquoi c'est important. Est-ce que vous aussi, vous êtes satisfait de ces 7 milliards d'euros mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments? Finalement, on fait d'une crise une opportunité. Oui, j'ai envie de dire enfin, puisqu'on a beaucoup progressé dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments neufs. Et c'est vrai qu'il y a eu une succession de réglementations qui ont permis d'améliorer la performance de ces bâtiments. Mais les bâtiments neufs, c'est seulement 1%. Le parc ne se renouvelle que de 1 à 2% par an. Donc on voit bien que si on veut être sur une trajectoire carbone ou sur une vraie trajectoire d'économie d'énergie, il faut s'attaquer au parc existant. Et pour ça, on a des solutions techniques, mais il manquait le coup de pouce vraiment important, un signal très très fort pour l'ensemble des professionnels, à la fois des professionnels bien sûr
du bâtiment qui vont faire les rénovations, mais surtout tous les ménages et les chefs d'entreprise qui, je l'espère, vont se décider à faire rénover leur bâtiment. Pour remédier aux passoires thermiques, hein, c'est ça. D'ailleurs, à partir du 1er janvier 2021, cette aide ne sera plus soumise à un plafond de revenus. C'est une réelle avancée, ça aussi ? Oui, bien sûr, parce qu'on a toujours cette conjonction dont on a besoin. On a besoin de mettre un peu d'argent sur la table pour faire la rénovation et pour finalement en tirer des bénéfices. Et on a besoin que ça soit un mouvement d'ensemble. Donc, que tous les ménages puissent en bénéficier, c'est une très bonne chose. Du côté des bâtiments professionnels, on va dire, tertiaires, là, les aides sont plus ciblées et, à mon avis, bien ciblées sur les secteurs qui en ont vraiment besoin. Parce que là, pour le coup, dans le secteur pur privé, il y a déjà beaucoup d'argent. Et donc, ciblé sur les bâtiments publics d'un côté et ciblé sur les TPE et PME, c'est vraiment un gage d'efficacité vers ceux qui en ont le plus besoin. Alors Ferrand, est-ce que l'État donne l'exemple ? Est-ce que les bâtiments publics sont en cours de rénovation ? Est-ce qu'il y a un vrai plan aussi de ce côté-là ? Oui, tout à fait. Alors le décret tertiaire, pour rappel, c'est autant pour les bâtiments publics que privés, qui sont du domaine des bureaux, commerces et bâtiments publics. Donc c'est vraiment mettre autant le public et le privé dans le même objectif, qui est d'avoir des objectifs très ambitieux. Et la loi est très répressive aussi pour faire en sorte que l'on atteigne nos objectifs à 2030, 2040, 2050. Pour aller jusqu'à moins 60% de consommation énergétique. Donc on voit qu'il y a une réelle ambition et c'est le bon message parce que le secteur immobilier et bâtiment, c'est 45% des émissions de carbone à l'échelle française. Donc il est temps de donner le vrai message qui est qu'il y a un climat d'urgence, on connaît les chiffres paniques, mais ça ricoche sur nos prises de décision. C'est le moment d'avoir des prises de décision drastiques et de mettre en place l'efficacité énergétique. Quand on parle de passoire thermique, j'avoue, je ne me rends pas compte. La France est bien placée au niveau européen ou au contraire, on a beaucoup plus de bâtiments à rénover que d'autres. On a du retard dans ce plan, dans cette volonté affichée ou pas ? Je pense que le niveau européen est plutôt homogène. La France a mis en place depuis longtemps une vraie démarche d'excellence en termes d'efficacité énergétique. Nous avons les labels HQE qui sont très pointus. C'était principalement pour les bâtiments neufs, mais en termes de rénovation du stock existant, il y a passoire thermique, mais il y a aussi très important tout ce qui est contrôle du bâtiment. Donc on ne peut pas avoir une gestion pointue d'un bâtiment sans avoir une connaissance et des données granulaires d'un grand immeuble de bureau, par exemple. Donc, ça veut dire quoi, les données granulaires ? C'est tout ce qui est sous comptage intelligent, connaître l'utilisation de son bâtiment, savoir où va l'énergie, comment est-ce qu'elle est utilisée et où est-ce qu'on peut optimiser toute la gestion dynamique du chauffage, ventilation, refroidissement des bâtiments tertiaires. Patrick Innocent, justement, vous qui êtes spécialisé dans les labels, il y en a de plus en plus. Oui, il y a de plus en plus de labels, il y a surtout de plus en plus de demandes de labels, parce que ça apporte un vrai accompagnement, puisque ça répond à deux questions essentielles finalement que tout décideur se pose. La première, c'est comment progresser, dans quel sens progresser, et la deuxième, c'est comment prouver vis-à-vis de tiers, de financeurs, preneurs, etc., qu'on a effectivement atteint l'objectif. Et donc Qui vient vous voir, vous, d'ailleurs ? Eh bien, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, des investisseurs. Et beaucoup plus qu'avant, vous sentez de plus en plus. Il y a une dynamique, je dirais, qu'on observe en France, mais aussi partout en Europe. D'ailleurs, le plan de relance, il est européen et la performance énergétique des bâtiments se retrouve dans les plans de relance de tous les pays, ce qui montre bien qu'il y a que ce n'est pas seulement un problème français, c'est vraiment une question complètement européenne. Et donc oui, bien sûr, les certifications et les labels maintenant font partie du paysage, à la fois pour accompagner la démarche de performance, puisque ça permet de donner un cap, de donner des seuils, de donner des méthodes. Quels sont les labels, j'allais dire, phares dans la rénovation énergétique ? Alors dans les labels d'origine française, ceux que nous délivrons, nous, Certivia, parce que nous sommes le leader français de la certification des bâtiments non résidentiels et des quartiers, nous délivrons donc la marque HQE qui a été citée, Haute qualité environnementale, haute qualité environnementale, qui est en
fait une démarche multicritère, c'est-à-dire qui prend en compte aussi bien la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments que le respect de l'environnement, donc énergie, carbone, matériaux, déchets, eau, biodiversité. Donc c'est un équilibre entre l'environnement intérieur, le bien-être des personnes et puis la partie environnementale. Et nous délivrons des labels thématiques qui sont centrés sur le bas carbone, les bâtiments à énergie positive, la qualité de vie au travail. Je vais en oublier, mais toute une palette en fait d'outils qui vont permettre de valoriser les performances obtenues sur les projets et donc crédibiliser finalement aussi les investissements et les retours sur investissement. Parce que malheureusement, la contre-référence serait qu'on dépense beaucoup d'argent pour ne pas obtenir la performance énergétique qui est attendue. Là, ça serait la double peine. Parce qu'effectivement, on aurait à rembourser finalement l'argent qu'on a dépensé et on continuerait à dépenser pour finalement se chauffer, s'éclairer. Laure Ferrand, vous avez parlé tout à l'heure des CE, des certificats d'économie d'énergie. C'est quoi et en quoi c'est un levier dans cette transition énergétique ? C'est un levier parce que, pour faire court, ce sont des subventions qui peuvent subventionner à hauteur parfois de 100% des travaux d'efficacité énergétique et c'est valable pour le secteur privé, donc pour les entreprises qui veulent rénover des ensembles de bureaux. C'est important parce que l'efficacité énergétique, c'est la façon la moins chère de décarboner. On parle de faire des économies d'énergie, on est dans des moments difficiles où on traverse une crise, on ne peut pas se permettre d'avoir des opportunités manquées où on n'implémente pas des réductions de coûts. Donc réduction des consommations énergétiques, c'est des réductions de coûts, des excédents opérationnels qui sont supérieurs et une valeur de l'actif qui augmente. C'est très important et pour faire écho à la certification, effectivement, on est le plus grand assesseur mondial. On fait beaucoup aussi de BREEAM. Et on voit... Ça veut dire quoi, ça ? Oui, c'est quoi BREEAM ? BREEAM, c'est un label international similaire à HQE, donc ça permet d'adresser toutes les thématiques RSE. Donc on a la composante énergie, déchets, matériaux, biodiversité, et ça permet vraiment, c'est un outil, non pas comme une certification avec une fin en soi, c'est vraiment un outil stratégique de gestion holistique de parc immobilier. Donc pour les grandes foncières... Que vous utilisez, vous, pour vos clients ? Exactement, que l'on met en place pour des grandes foncières. Parce qu'on ne peut pas se revendiquer faire de la RSE et mettre la RSE en avant sans mesurer sa performance quand on est, par exemple, une grande foncière et mettre en place des outils de gestion, d'amélioration de cette performance énergétique. Alors on parle de labels, on parle d'outils qui permettent d'obtenir des subventions. Est-ce qu'on n'est pas dans une complexité administrative ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de labels, est-ce qu'il ne faut pas donner un peu de simplification là aussi ? On parle souvent du millefeuille administratif dans ce pays. Est-ce que vous y êtes confronté, vous aussi ? Alors, nous faisons notre job, nous, de simplification dans les familles de labels que nous gérons, mais comme on l'a dit, il y a aussi de la concurrence des labels entre BREEAM, HQE et d'autres que je ne citerai pas, autres labels anglo-saxons. Comme on travaille dans le monde entier, nous aussi, il y a des labels de toute origine. Et c'est bien parce que ça permet à chacun de trouver le label qui correspond aussi à sa stratégie et à ce que l'on veut faire. Mais ils ne sont pas forcément tous aussi exigeants. Alors, ils ne sont pas tous aussi exigeants. Et donc, ça arrange certains qu'on ne soit pas très exigeant. Donc, c'est vrai qu'on essaye aussi de faire la pédagogie des investisseurs et des preneurs. Il faut savoir lire l'étiquette et c'est ça peut-être qui fait un peu la complexité. Voilà, il y a des labels qui sont plus reconnus effectivement par leur côté marketing et d'autres qui sont plus reconnus pour leur côté exigentiel. Nous sommes une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment, donc on est reconnu plutôt pour le côté exigentiel et sérieux de nos labels. Donc il y a effectivement ça qui est en ligne de compte, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est la dynamique que l'ensemble de ces labels, et là pour le coup tout le monde va dans le même sens, essaye de créer. On a besoin effectivement de lisibilité, et donc les labels, quels qu'ils soient, donnent des objectifs qui sont clairs. Il y a des professionnels qui du coup se forment sur ces différents labels et qui peuvent accompagner les clients dans leur démarche. Et puis à la fin, cerise sur le gâteau, parce que la certification à la labellisation, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment la récompense. Et donc une attestation crédible que la performance est effectivement... Et une reconnaissance. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe
À la bonne idée du jour, Smart Ideas. Smart Ideas, une start-up mise en avant. On a 5 minutes pour découvrir Yes. Bonjour David Mignot. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et le président de cette start-up que vous allez nous présenter tout de suite. Vous êtes venu avec des choses objets. à De nous quoi montrer. s'agit-il? Je vais vous montrer ce que nous vendons. Alors, Yes, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les smartphones reconditionnés. Donc, on a notre propre atelier à Caen, donc en France. Et donc, on reconditionne des smartphones qu'on va vendre ensuite auprès de particuliers et d'entreprises. Ça veut dire que c'est des anciens smartphones d'occasion qu'on peut vous donner, que vous récupérez comment Tout du à coup fait. Alors, ce sont des anciens smartphones qui ont déjà eu une vie Ouais. par le passé, qu'on va récupérer dans des réseaux de distributeurs, d'opérateurs. Auprès de particuliers, Auprès de professionnels? particuliers et d'entreprises, parce D'accord. qu'il y a des entreprises qui changent également leur flotte. Ouais. Donc nous ensuite on va faire un travail de diagnostic puisqu'on va vérifier que tout fonctionne bien, que la batterie fonctionne. C'est souvent le point noir du smartphone, c'est que la batterie, il faut la changer. D'accord. On va changer ce qu'il faut changer après le diagnostic et puis le reconditionner et le revendre auprès de particuliers et d'entreprises. Alors vous êtes venu avec quoi là? C'est quoi les produits? Alors que vous justement, voulez nous montrer je suis venu un petit peu avec, avec ce qu'on propose en termes de reconditionnement, parce que je vous l'ai dit, au-delà de la qualité de reconditionnement que l'on fait dans le diagnostic, il y a un autre point qui est important, c'est celui des accessoires. Quand vous avez un smartphone reconditionné, vous avez des accessoires compatibles, qui généralement ne sont pas de très bonne qualité. Alors levez-les parce qu'on ne les voit pas sinon. Alors un peu voilà, plus haut au Ce niveau, que, au ce niveau que du nous visage. avons lancé depuis maintenant quelques semaines Ouais. sont des accessoires qui sont de qualité, qui sont donc accessoires Yes, qui sont garantis 10 ans. Ouais. Il faut que je les présente ici. Ouais, il faut Et- les monter un peu visage. plus haut pour qu'on les voit. Voilà. Voilà. Ouais, c'est un chargeur et son câble. Alors Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? De façon rapide, on peut dire ça. Ouais. Garantie 10 ans et le câble Apple est certifié Apple. C'est-à-dire que nous payons la licence Apple qui ouais. garantit que la charge est optimale. Ce qui est hyper rare, puisqu'en Ce fait, qui est- Apple est le seul à vendre ses produits. Alors, Apple est le seul à vendre ses produits. Après, on peut faire du compatible avec la compatible, licence. Mais dans le avec reconditionné, on licence. ne trouve pas. Parce D'accord. que souvent, on cherche à avoir le prix le moins important. Ok. Ça, c'est important parce que un chargeur de mauvaise qualité, dans le pire des cas, ça peut brûler votre chargeur de maison. Hein. D'ailleurs, les pompiers estiment que 50% des incendies domestiques viennent d'un chargeur défectueux. Donc, dans le pire des cas, ça met le feu à votre maison. Dans le meilleur des cas, ça va abîmer votre smartphone parce que la charge ne va pas être bonne. Donc, vous avez un smartphone reconditionné qui est censé être là pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Espérons plusieurs années. Plusieurs années, en l'occurrence. Ouais. Et qui risque de ne pas fonctionner parce que la charge n'est pas bonne. Donc on a à la fois innové en étant les premiers à apporter des chargeurs, des accessoires de qualité, certifiés Apple, Durable. durables exactement, on est là pour prolonger la durée des smartphones. Et puis l'autre innovation qui semble évidente parce qu'on est sur du reconditionné, donc c'est une démarche environnementale, hein, on prolonge la durée des smartphones, c'est qu'on a développé notre propre packaging éco-conçu. Pareil. À côté de votre tête. Qui est, Ouais, on le voit bien, là. voilà, Super. qui est avec du carton recyclable et on a également ce petit sac en coton bio dans lequel on a nos accessoires. Donc c'est important aussi d'être cohérent par rapport à cette démarche-là. Et je n'ai pas précisé, ces accessoires que nous avons créés, que nous avons lancés, sont également éco-conçus, c'est-à-dire qu'ils sont recyclables. Donc on est parfaitement cohérent sur ce marché Sur toute la chaîne du de valeur. reconditionné, sur le fait que c'est durable, avec de la qualité au niveau des accessoires, de la qualité en reconditionnement, et complètement éco-responsable, puisque nous avons nos accessoires et notre emballage qui est 100% recyclé. Vous existez depuis combien de temps et quelle est votre perspective de développement? Alors on est récent sur ce marché, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés avant nous. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé. Notre objectif, ça a tout de suite été de voir quelle qualité on pouvait apporter, à la fois dans les produits, mais également dans la qualité de la relation client. Et les perspectives, évidemment, c'est de continuer à nous développer. C'est un marché qui fait environ 2 millions d'unités par an, avec des perspectives encore importantes. Mais c'est un marché où la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a beaucoup d'acteurs, et je vous ai donné quelques exemples d'économies qu'on peut faire. Faire de la qualité, c'est quelque chose qui nous importe, et c'est ce qu'on va continuer à faire sur les smartphones et d'autres produits dans les mois à venir. À découvrir avec Yes. Merci David Merci Mignot. À bientôt sur Bismart. Voilà, fin de cette émission. On se retrouve demain, À demain. 9h, midi, 20h30. 3 diffusions pour savourer Smart Impact. Ciao, à demain. Au revoir.